Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce cours qui va terminer le chapitre sur le monde après 1989. Et on va se poser la question de savoir si on est aujourd'hui dans un monde multipolaire et à quoi ressemble ce monde multipolaire. Alors le terme de multipolaire tout d'abord, vous avez compris, un multus en latin c'est plusieurs. Donc multipolaire, plusieurs pôles. Le monde de la guerre froide, c'est un monde bipolaire. Il y a deux pôles, c'est-à-dire deux grandes puissances qui organisent le monde. Le monde des années 90, il est unipolaire parce que les États-Unis sont l'hyperpuissance par excellence. Et le monde d'après le 11 septembre, on va tendance à avoir dire qu'il a commencé à devenir multipolaire. Alors, dans les années 90, je tenais quand même à vous montrer ceci, c'est la manière dont on représentait les pôles de puissance dans le monde. Dans les années 90, et dès les milieu des années 80 et 90, quand on enseignait à l'école, ce que vous auriez appris, c'est qu'en fait, il y avait trois grands pôles de puissance économique, c'est ce qu'on appelle la triade. Vous aviez les États-Unis, l'Europe et le Japon. Bon, et vous voyez, la Chine et le reste de l'Asie, c'était l'Asie du Sud-Est en croissance, cette zone-là. Et tout le reste était marqué périphérie en réserve ou angle mort, c'est-à-dire on ne savait pas trop ce qui s'y passait. Bon, le monde a considérablement changé. Je vous dis ça pour que vous compreniez que dès qu'on parle de géopolitique, on est sur des concepts très datés historiquement. C'est-à-dire que comme l'histoire avance et que les choses changent, eh bien, une situation à une époque donnée, donc le monde des années 80-90, n'est simplement plus le monde dans lequel on vit. Alors l'événement qui marque la fin du monde unipolaire dominé par les États-Unis dans les années 90, je vous en ai déjà parlé, c'est le 11 septembre. Alors il y a cette caricature qu'on retrouve souvent dans beaucoup de manuels, etc. Bon, alors c'est simple, regardez à gauche. Ça veut dire, c'est fou comme les différences, à quel point un jour peut changer le monde. What a difference a day makes. À quel point est-ce qu'un seul jour peut faire une grande différence. Avant le 11 septembre, le soleil brille pour les Américains, la guerre froide est terminée, on a gagné, tout va bien, l'argent coule à flot sur le peuple américain, Wall Street, la bourse marche bien. Et vous voyez là les deux tours qui sont présentées comme une porte d'entrée dans le monde d'après. Parce qu'au monde d'après, on voit qu'il y a de la guerre, on voit la menace terroriste, on y voit des bombardements, on voit des gens qui font la queue devant un portique de sécurité pour rentrer dans un avion. Il faut voir que les contrôles, par exemple dans les aéroports, dans les gares, etc., euh, il y en avait très peu avant le 11 septembre. D'accord. Désormais, tout est contrôlé et ultra sécurisé. Bon, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu, mais je peux vous dire que l'avant-après 11 septembre, on est passé dans un monde où on contrôlait assez peu les individus, à un monde où on s'est mis à tout contrôler. Un monde dans lequel on va aller de plus en plus, hein. C'est-à-dire que le monde on sera obsédé par la sécurité est le monde qui est devant nous. Alors, monde multipolaire, bon, plusieurs choses. Alors aujourd'hui, il y a une notion qu'il faut avoir en tête, on en parle beaucoup, ce qu'on appelle les G. Les G8, G7, G20. Alors G20, c'est pas que des supermarchés. Ce qu'on appelle les G, c'est pour groupe. En fait, les Américains et les pays les plus riches du monde ont décidé de se réunir. Je vous avais parlé la dernière fois des grandes conférences de l'ONU, des sommets en permanence. Bon, bah pour organiser le monde, comme les Américains savent bien qu'ils ne sont pas les seuls en fait qui peuvent plus ils vont pas pouvoir régler le monde et l'organiser totalement, ils réunissent avec eux un certain nombre de leurs pays alliés. J'ai pas dit des pays vassaux, mais c'est pas loin. En tout cas, les pays se réunissent et forment des groupes pour essayer d'orienter un peu la puissance mondiale. En gros, les pays les plus riches se réunissent pour essayer de se mettre d'accord. Mettre d'accord sur quoi? Sur les règles du commerce international, sur les stratégies abordées. Alors, d'abord, on avait le G8 qui a été créé en 1975, donc en pleine guerre froide. Donc là, c'est vraiment le bloc de l'Ouest, hein. États-Unis, France, Italie, Japon, Allemagne de l'Ouest, Royaume-Uni. Le Canada a rejoint et après, donc ça c'était le G7 avant, et en 98, on a dit aux Russes, oh bah vous pouvez venir si vous voulez, ça a formé ce qu'on appelle le G8. Depuis 99, face à la montée en puissance de tout un tas d'autres pays, dont je vous ai parlé, ça a annoncé les BRICS, on a élargi au G20. Alors vous voyez là, le G7 c'était ces pays-là, c'est vraiment le bloc de l'Ouest. G8, ouverture à la Russie, puisque la Russie a perdu son empire soviétique, donc il fallait bien lui donner un lot de consolation. Et le G20, eh ben, on a élargi en fait à tout ce qui était les pays du Sud, l'ancien tiers-monde, les pays décolonisés, en disant ah bah non, il faut bien que ça représente tout le monde, parce que là, le G7, c'est vraiment les pays riches du bloc de l'Ouest. Donc ces réunions du G7, G8, G20, il y en a souvent. Très franchement, sont des réunions qui sont plus symboliques qu'autre chose.
il ne s'y décide rien de fondamental pour l'avenir du monde, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, la question c'est de savoir aujourd'hui si les Américains sont en déclin ou pas depuis le 11 septembre. Donc, je vous ai mis une couverture du Time Magazine qui avait illustré est-ce qu'il y a le déclin. Oui, l'Amérique est en déclin, et quand on retournait le magazine, non, l'Amérique est toujours le numéro un. Alors, les Américains, est-ce qu'ils sont en déclin? Oui et non. C'est-à-dire qu'ils connaissent un déclin relatif, ce que je vais essayer de vous expliquer. L'Amérique, c'est toujours la première puissance économique mondiale, devant la Chine, d'accord? Devant tous les autres pays du monde, l'Amérique est toujours le pays le plus riche et le plus prospère de la planète, d'accord? Je vous parlerai de la Chine après, longuement dans la vidéo. Vous allez voir que même si la Chine monte, la Chine n'a pas encore objectivement dépassé les États-Unis en termes de puissance économique et financière. Donc les Américains sont toujours le pays le plus riche du monde. Vous le voyez ici, si vous représentiez la planète là un peu avec différents polygones qui représentent la richesse, le pourcentage de chaque pays, bah, l'Amérique, c'est à peu près grosso modo, sans la manière de compter, on va dire que c'est grosso modo 25, un quart de la richesse du monde. Donc c'est énorme, d'accord? C'est énorme, et cela dit, on voit bien que vous avez d'autres sphères de puissance qui apparaissent. Ça, grosso modo, sont les pays européens. Donc c'est à peu près les pays de l'Union européenne. Ici, vous avez les pays asiatiques. Et vous voyez bien que l'Europe, l'Asie, la Chine, ça fonctionne toujours. Donc vous allez me dire, bah, l'histoire de triade, là, c'est toujours vrai. Oui, sauf qu'en fait, la Chine est passée devant le Japon, que la triade, ça incluait pas l'Inde, et que l'Inde est en train de monter. Et qu'en fait, vous avez des pays qui deviennent de plus en plus puissants. Vous voyez bien, là, on voit le Brésil qui est présent, l'Inde, la Chine, la Russie. Donc on a bien les fameux BRICS dont je vous parlais, ce qui montre bien que le monde aurait tendance à s'équilibrer. Vous voyez bien que l'Amérique n'écrase plus tous les autres, puisqu'il y a des challengers. Si on prend les dépenses militaires, c'est important les dépenses militaires pour connaître la puissance d'un pays. Bon, bah là, il n'y a aucune comparaison possible. L'Amérique, c'est le pays qui dépense 3 fois plus que le second, qui est la Chine, et qui dépense bien plus que tout le reste des pays du monde. D'accord? Donc la puissance militaire américaine aujourd'hui, elle n'a aucun concurrent sérieux. Même si la Chine produit de l'armement, c'est sans commune mesure avec l'avancée militaire et technologique américaine en termes de guerre. Donc l'Amérique est toujours la première puissance économique, toujours la première puissance nucléaire et militaire. Donc vous allez me dire, bon bah, comment ça se fait qu'ils sont en déclin relatif? Eh bien, ils sont en déclin relatif parce que c'est ce que je vous ai expliqué, on a une montée de la sphère asiatique. Là, vous avez, chaque courbe vous représente le pourcentage de la richesse, c'est le produit intérieur brut, le PIB, par pays ou par zone. Donc ça, c'est l'Union européenne, moins les États-Unis, moins UK, l'Angleterre, pardon. Là, vous avez l'Asie du Sud, vous avez, bon, je ne rentre pas dans le détail ici, ce qui m'intéresse, c'est les trois là. Si l'Asie de l'Est, donc la Chine, la Corée, le Japon, était un seul pays, vous voyez, ça représente bien plus d'un quart de la puissance, de la richesse mondiale, d'accord? Les États-Unis, c'est entre 20 et 25% de la richesse mondiale. Alors là, ce sont des projections, hein, d'accord? Mais en 2018, grosso modo 2017, on a un croisement, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'Asie de l'Est, et principalement portée par la Chine, a commencé à dépasser les États-Unis et en fait l'Amérique du Nord. Et que l'Union européenne, en réalité, elle connaît un lent déclin. C'est-à-dire que plus ça va, plus la richesse européenne se met à décliner par rapport à la quantité de richesse produite dans le monde. Si vous regardez quelles sont les grandes compagnies qui contrôlent Internet, les grandes entreprises, eh ben, les premières entreprises qui contrôlent Internet, ce sont les entreprises américaines. Par contre, quand vous regardez celles qui sont en train de monter, ce sont les entreprises chinoises. Donc, quand on dit que les États-Unis sont en déclin relatif, ça veut dire qu'ils commencent à avoir un challenger, qui est la Chine, qui commence à monter et à prendre de l'importance. De plus, je vous ai parlé la dernière fois de tous les échecs militaires qu'ont connus les Américains en intervenant en Irak, en Afghanistan, etc. Le projet de nouvel ordre mondial qui était porté dans les années 90 par le gouvernement américain, à savoir on va fonder un monde qui est basé sur le marché, la démocratie et les Américains en seront les garants, ce projet-là, il a échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains ne sont plus capables de résoudre tous les problèmes, et ils n'ont plus la volonté et plus la capacité de résoudre les problèmes du monde. Donc leur déclin relatif, ça veut dire qu'ils sont capables de faire moins de choses, même s'ils restent les plus puissants. Et vous voyez bien, ils contrôlent les plus grandes entreprises Internet du monde,
sont américaines, mais les entreprises asiatiques montent. Et si vous regardez sur un classement des 20 premières entreprises qui sont les entreprises Internet, ben c'est simple, vous en avez, la plupart sont américaines, en fait. Il y en a 13, mais il y en a 7 qui sont chinoises. Donc plus ça va, et ça, ce sont des entreprises qui n'existaient pas à la fin des années 90. Donc ce sont des créations récentes, ce qui fait que les Chinois, et derrière eux toute l'Asie, est en train de rattraper la puissance américaine. C'est pour ça qu'ils ont un déclin relatif. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que la Chine est-ce que la Chine déjà va dépasser les États-Unis? Ben, ça, on va le voir. Aujourd'hui, on est dans une période où on voit bien qu'il y a des tensions internationales entre les Chinois et les États-Unis, puisque la doctrine officielle des États-Unis, c'est de ralentir et d'empêcher de se faire dépasser par les Chinois. Donc c'est de contrecarrer la puissance chinoise. On l'a vu avec la crise sanitaire dans laquelle on est au moment où je vous parle, que les États-Unis sont en difficulté et que l'Asie arrive à s'en sortir et que l'Europe, elle, est complètement paralysée par l'épidémie de coronavirus. Donc ça peut être un révélateur, et le moment où je vous parle, là c'est un peu de la prospection, c'est-à-dire j'essaye de regarder ce qui peut se produire. On est peut-être dans le moment, on vit actuellement la grande bascule, c'est-à-dire que l'Asie redémarre et va être capable de mieux gérer une épidémie que les États-Unis, et auquel cas on peut imaginer que l'Union européenne est hors jeu, mais que la Chine, où est née l'épidémie, bah peut-être, alors je passe sur le fait que le gouvernement chinois a menti sur des tas de choses, mais si la Chine arrive à relancer son économie et sa capacité de production avant les États-Unis et qu'elle a beaucoup moins de morts, ce sera une victoire symbolique très forte. Donc on verra tout un tas de petits événements qui vont montrer que lorsque les États-Unis sont comparés à la Chine, eh ben, les Chinois commencent à marquer des points et commencent à s'imposer, même si évidemment la Chine n'est pas encore aussi puissante que les États-Unis. Quand je vous ai montré là les chiffres de la richesse, il y a une chose qu'il faut avoir évidemment en tête, c'est que quand on vous parle de la richesse chinoise, le produit intérieur brut chinois, il faut le ramener à la population. Vous avez grosso modo 330 millions d'Américains, vous avez 1,4 milliard de Chinois. Donc, quand vous ramenez la richesse pour chaque individu, ça ne vous donne pas du tout la même chose. Un Américain est beaucoup plus riche qu'un Chinois. Mais si on compare les masses et les pays, la Chine remonte très très vite. Alors, autre chose qui montre la montée en puissance de la Chine. Je vous ai parlé juste avant ici des entreprises Internet. Bon, les entreprises et nouvelles technologies, il faut être très clair. Les nouvelles technologies, les smartphones, les ordinateurs, ça se fait pas avec du bois et du fer. Ça se fait, les nouvelles technologies, avec des matériaux qu'on appelle les terres rares. D'accord ? Ce sont des métaux extrêmement rares et précieux. Ces métaux, c'est très simple. La Chine en a la moitié des réserves mondiales. D'accord ? Et en termes de production, c'est-à-dire le pays qui a mis au point une industrie, parce que c'est très compliqué d'aller les chercher. Il ne suffit pas de creuser un trou dans le sol. Il faut vraiment des traitements chimiques qui sont très, très particuliers pour les récupérer. Concrètement, c'est la Chine qui génère 90%. Là, c'est des chiffres de 2014. Aujourd'hui, c'est plus de 90% des terres rares sont produites par la Chine. Ce qui veut dire que la production de smartphones et de haute technologie est basée sur l'industrie chinoise. D'accord ? Ce sont les Chinois qui les produisent, même si ce ne sont pas eux qui font la conception de toutes les technologies. Alors je vous rassure, les Américains, coup de chance pour eux, ils en ont des terres rares, ils ont des réserves. Pour l'instant, ils les gardent en réserve sans mauvais jeu de mots, d'accord ? Parce que vous voyez, hein, c'est la Chine qui produit massivement, mais les Américains ont des capacités. Si jamais il devait y avoir une tension forte entre les Chinois et les Américains, une guerre technologique ou un système de blocus ou une guerre commerciale où ils s'interdisent et que les Chinois disent bah, très bien, je vous vends plus de terres rares, si demain les Chinois arrêtent de vendre des terres rares, tous les pays qui produisent de la haute technologie sont paralysés. Hein. Bon, bah, les Américains, eux, ont la possibilité d'en faire, ce qui veut dire qu'ils sont autonomes à ce niveau-là. Donc, vous voyez, les Américains ont encore de belles réserves. Alors parlons de l'avenir. L'avenir, il est là. Vous voyez cette espèce de graphique bizarre. C'est ça. Ce que vous devez retenir, c'est la taille des cercles avec le nom du pays. La taille des cercles, ça vous indique combien un pays met en termes de millions et de milliards de dollars dans la recherche et le développement, ce qu'on appelle le R&D, Research and Development. Eh bien, en 2019, vous constatez que les Américains et les Chinois dépensent autant dans la recherche scientifique. Le troisième pays, c'est le Japon. Ensuite, vous avez l'Allemagne, d'accord ? Vous voyez l'Inde qui est là, la Corée du Sud, etc. Ce que vous dépensez en R&D, c'est-à-dire en recherche et développement,
c'est votre capacité plus tard à faire des découvertes scientifiques et technologiques. Ce que vous dépensez aujourd'hui, c'est dans 10 ans que vous le récupérez. Eh bien là, on peut savoir quels sont les pays qui, dans 10 ans, vont être capables de produire, d'avoir des technologies innovantes et de mener en fait la course technologique devant les autres. Donc c'est très simple. Si vous pouvez constater une chose, c'est que les pays de l'Union européenne sont très en arrière par rapport aux autres. Sachant que la recherche qui est menée en Allemagne ne va pas être partagée avec les Français, etc. Les pays de l'Union européenne travaillent chacun dans leur coin. Vous avez 3 pays qui comptent, allez, 4 dans l'Union européenne, l'Allemagne, d'accord, la France, le Royaume-Uni, et éventuellement un petit peu le reste, d'accord. Parce que là, vous avez la Hollande, la Belgique, l'Irlande, c'est pas grand-chose, l'Espagne non plus, l'Italie non plus, et ce sont des tout petits cercles. Ça signifie concrètement une chose, c'est que l'Union européenne ne va pas développer de nouvelles technologies réellement innovantes. D'accord. La révolution Internet et la course aux nouvelles technologies et au progrès scientifique, elle se joue en Asie parce que vous voyez la Chine, le Japon et la Corée. Si vous cumulez, vous avez un budget R&D, et je ne parle pas si je rajoute l'Inde, là c'est encore plus, qui est largement supérieur au budget américain. Mais là, il faut vraiment regarder par pays. Parce que quand un pays trouve une technologie, ces entreprises la gardent parce que ça lui donne un atout. D'accord. Apple, c'est une entreprise américaine. Une entreprise américaine, c'est pas une entreprise qui est partagée entre plusieurs pays. Donc c'est hyper important quand un pays met de l'argent dans ses crédits recherche, parce qu'il permet à ces entreprises de prendre de l'avance sur les autres. Et bien évidemment, dans la R&D, vous avez aussi la course aux armements. Vous avez toutes les armes futures. Et vous voyez que là-dessus, la Russie a investi pas mal. La R&D russe, elle part principalement dans le budget militaire de la Russie pour la défense. Ce qui explique que la Russie aujourd'hui est un pays qui est un nain économique, d'accord, qui est un nain aussi en termes de défense. Je reviens ici, si vous regardez bien. La Russie, c'est le troisième. Il dépense même pas 10% des États-Unis, donc c'est pas vraiment un nain, pardon, j'exagère, mais c'est pas du tout une menace. Mais en fait, les Russes, ils investissent principalement dans quoi? Dans leur potentiel nucléaire. Ils veulent avoir des armes nucléaires qui sont encore pertinentes, et dans les missiles. Pourquoi? Parce que ça permet de toucher n'importe quel pays. Donc en fait, ils sont très en avance sur les missiles, les Russes, ce qui fait que grosso modo, ils se rendent inattaquables et ils se rendent puissants. C'est-à-dire qu'ils peuvent menacer leurs voisins sans qu'on vienne les embêter. Mais ils n'ont pas les moyens d'envahir le monde. Ça, il faut se retirer cette idée de la tête. Donc vous voyez, ça c'est l'avenir. Les budgets R&D, vous savez quels sont les pays qui vont compter technologiquement et donc industriellement dans l'avenir. Ben oui, parce que quand vous avez des technologies, vous avez avec les industries qui vont. Donc vous voyez, on est dans un monde où on a de plus en plus de joueurs qui sont là, même si en fait les Américains sont toujours le principal joueur, on a de plus en plus de pays qui émergent. Alors ce monde, comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en paix? Eh ben non. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, concrètement en Afrique et au Moyen-Orient, ça va très mal, c'est extrêmement déstabilisé. De plus, vous avez d'autres tensions. Donc ça, on va dire, bon, ici vous avez malheureusement pour ces pays beaucoup de pétrole et beaucoup de ressources naturelles, ce qui fait qu'ils seront pillés par les grandes compagnies et qu'on se fera la guerre pour ces ressources-là et qu'ils auront beaucoup de mal à trouver la stabilité. Mais si je prends toutes les autres grandes puissances, alors puissance militaire la Russie, énorme puissance économique et technologique et militaire la Chine, d'accord? Eh ben, je constate qu'il y a quand même des zones de tension. Pourquoi il y a des zones de tension? Eh ben, la Russie fait peur à ses voisins, la Finlande et l'Ukraine principalement. Pourquoi? Parce que la Russie réclame en fait un certain nombre de territoires frontaliers et que eux s'arment pour se défendre. Alors vous allez me dire peut-être que l'Union européenne qui est à côté de la Russie a à craindre. L'Union européenne, en fait, elle est très absente dans le dossier face à la Russie, puisqu'en fait, qui assure la défense de l'Union européenne? C'est l'OTAN. Donc l'Union européenne, malgré sa puissance économique majeure, si on cumule les pays, eh ben c'est simple, c'est un géant économique, mais c'est un nain politique et militaire. Alors je voudrais vous parler d'un conflit, puisque je vous ai parlé de la Chine et des États-Unis, ce qui sera peut-être un conflit à venir. Le conflit ici pour la mer de Chine. Alors, avant de vous en parler, je voulais vous montrer cette carte. Là, je vous ai mis une carte qui est, vous voyez, cette carte, le monde est-il plus sûr? Quand vous voyagez en tant que touriste, dans quel pays est-ce que vous risquez soit d'être enlevé, soit d'être kidnappé, ou vous risquez votre vie? Et bien, vous voyez que cette carte, en gros, quand c'est orange, rose, rouge, alors rouge, c'est qu'il ne faut absolument pas y aller. Donc, vous voyez bien que le Moyen-Orient et toute la bande sahélienne, il est hors de question d'aller dans ces pays-là. Vous risquez votre vie. Et qu'en fait, malheureusement, vous voyez, vous avez des zones de conflit, je compare les deux cartes.
Toute l'Afrique et le Moyen-Orient sont des pays très compliqués. L'Amérique centrale présente selon les régions un certain nombre de risques. Ça, c'est lié aux activités des mafias dont je vous ai parlé. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé des mafias, des trafics, etc. La Russie, c'est un pays qui, même s'il est tenu par Vladimir Poutine, il y a énormément de corruption et c'est un pays dans lequel vous risquez concrètement, vous pouvez risquer si vous baladez un certain nombre de problèmes. À côté, dans les pays sûrs, eh ben, vous trouvez la Chine et toute l'Asie. Là, vous pouvez y aller, d'accord. Euh, l'Amérique du Sud, vraiment, l'Argentine, etc., sont des eaux de sûreté, l'Australie, et aussi certains pays africains qui s'en sortent plutôt bien. Et l'Europe est quand même un îlot de paix et de sûreté dans le monde. Donc vous voyez, on a quand même ici ce qu'on appelle l'arc des crises, c'est-à-dire que le Moyen-Orient, l'Afghanistan évidemment, et toute l'Asie saharienne et subsaharienne sont des zones très dangereuses désormais, alors que vous avez des zones économiques, Japon, Chine, Australie, etc. Tous les pays qui se développent, eux, s'en sortent plutôt bien. Alors je vous parlais de la mer de Chine, parce que s'il y a quelque chose qui inquiète un peu le monde, c'est le conflit qui est là. Pourquoi? Parce que militairement, il oppose directement les Américains et les Chinois. Alors ici, vous avez la Chine, un gigantesque pays. Là, vous avez le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, d'accord? Et le Japon. Et là, vous avez ce qu'on appelle la mer de Chine. Alors cette mer de Chine, le problème, il est très simple, elle est pleine de pétrole et de ressources naturelles. Or, la question, c'est à qui ça appartient ces ressources? Et bien, vous allez me dire, il suffit de tracer une ligne au milieu entre tous ces pays-là. Eh bien non, puisque les Chinois réclament la propriété de la mer de Chine, que les Vietnamiens réclament aussi, vous voyez, en fait, chaque pays réclame pour sa frontière maritime un morceau de la mer de Chine. Et vous voyez, toutes ces courbes qui se croisent, bah, c'est ce que réclament les gens. Bref, ils ne sont pas d'accord entre eux. Vous allez me dire, bah, ils n'ont qu'à se mettre d'accord. Oui, mais quand il s'agit d'avoir le monopole sur du pétrole ou des ressources pétrolières, des ressources minérales, des terres rares notamment, là il y a des milliards et des milliards en jeu, et il y a l'indépendance énergétique de pays qui se joue. Donc là-dessus, en général, certains pays ne veulent pas transiger. D'autant plus que la Chine, c'est simple, si on dit on les laisse se mettre d'accord entre eux, la Chine est tellement puissante qu'elle va imposer aux autres sa domination. Et vous voyez ici, ça c'est un héritage de la guerre froide, on a dans tous ces pays-là des bases militaires américaines, notamment Corée du Sud, Japon, partout. Ce qui fait que la Chine, en fait, à sa porte, a des bases militaires américaines. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où des navires chinois et des navires américains vont patrouiller, se regarder et se tirer dessus? Eh bien, on n'en sait rien. Espérons que ça n'arrive pas, mais ça, c'est un vrai risque de tension, sachant que les tensions entre la Chine et les États-Unis ont tendance à se multiplier, et on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait en la matière. Donc autrefois, le monde était simple. Pendant la guerre froide, vous aviez l'Ouest, l'Est et le tiers-monde. Facile, hein? Le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud. Débrouillez-vous. Et après, vous aviez des dossiers, la dette du tiers-monde, chacun en prenait en compte. Les aides du tiers-monde, c'était l'Ouest et l'Ouest qui donnaient, etc. L'armement, il était produit à l'Est et à l'Ouest, il était revendu. Bref, c'était ça. Aujourd'hui, le monde, il se fragmente. Alors, vous avez des blocs qui apparaissent, la Chine et l'Asie. Vous avez l'Inde qui se développe, dont je ne peux parler, mais l'Inde qui fonctionne de façon assez autonome et qui est capable de devenir une puissance. Vous avez le Brésil qui monte, même si ce n'est pas un acteur de premier plan. Vous avez l'Europe qui compte économiquement, mais militairement et diplomatiquement pas du tout. Vous avez la Russie qui militairement compte, mais pas économiquement. Bref, vous avez un monde qui se fragmente et qui est de plus en plus complexe. Alors est-ce qu'il est multipolaire? Oui, au sens où vous avez différents pays qui sont des pôles de puissance économique, militaire, financière, technologique, mais il est quand même pas multipolaire au sens où il est quand même encore dominé par les États-Unis et le challenger qui est la Chine. Donc on est dans un monde qui est dominé par les États-Unis avec des pôles de nature différente, pôles économiques, scientifiques, militaires, etc., qui émergent, plus une grande instabilité. C'est-à-dire que le monde n'est pas unipolaire pour autant parce que les États-Unis sont incapables de le mettre en coup, de le régler, de le gérer, si vous voulez, de régler les crises. Et on voit un challenger qui arrive. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne se dirige pas vers un monde bipolaire avec un face-à-face États-Unis-Chine? Mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà. Vous avez ici la trace écrite que vous devrez recopier. J'ai essayé de faire simple, d'accord? Pourquoi? Parce que là, on est un peu en train de lire l'avenir, de regarder ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que
Depuis les années 2000, on a des nouveaux acteurs qui sont apparus et le monde a tendance à devenir multipolaire, mais aucun ne rivalise totalement avec les États-Unis, sauf la Chine, qui est en train de monter en puissance. La question, c'est de savoir si le monde va devenir bipolaire. Est-ce que les Américains vont laisser faire ça? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, l'avenir nous le dira. C'est pas moi qui peux vous le dire. Alors, pour terminer ce chapitre, vous ferez un sujet guidé du brevet qui se trouve dans votre manuel. Vous aurez des questions à répondre. Vous avez deux sujets, vous en choisirez un des deux d'ailleurs. Je vous laisse au choix. Et il faudra rédiger en fait, répondre à des questions et puis ensuite faire une rédaction par rapport à l'ensemble du cours sur ce chapitre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne rédaction de traces écrites et de sujets.